Je suis Justine Morel, journaliste chez Egora, le site d'actualité des médecins et étudiants en médecine, et vous écoutez le Rapport du légiste, le podcast qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Philippe Boxeau. À 60 ans, le célèbre légiste belge dirige l'Institut médico-légal de l'Université de Liège, où il est également professeur. Il est aussi un auteur à succès, avec 4 livres publiés aux éditions Ken, écoulés à près d'1 million d'exemplaires. Dans son dernier ouvrage, La mort, c'est ma vie, paru en août 2025, il raconte une nouvelle fois les coulisses de son métier et décrit quelques-unes de ses autopsies les plus étonnantes. Le médecin insiste, tout est vrai sur le plan médico-légal, mais les récits sont romancés pour préserver l'anonymat des victimes. Pour Egora, il revient sur l'une de ses histoires, intitulée « Un si beau meurtre ». Quelque part en Belgique, dans un quartier pavillonnaire. L'hiver touche à sa fin, mais les températures sont glaciales. Une épaisse couche de neige recouvre les trottoirs et les jardins. Pourtant, la porte d'entrée de la maison de Nathan est grande ouverte. Intrigué, son voisin d'en face, qui est en train de sortir les poubelles, décide de s'approcher. Sur le pas de la porte, il appelle, plusieurs fois, pas de réponse. Il entre alors dans la maison, pénètre dans le salon et découvre le corps de Nathan, allongé sur le ventre dans une mare de sang près du combiné téléphonique. Il alerte alors la police. Peu de temps après, le téléphone du docteur Boxeau sonne. Il doit se rendre sur place pour effectuer les premières constatations. Quand on arrive, la porte est grande ouverte et il est mort. Il a traversé le vestibule, il a traversé tout le living, il est au fond. Je regarde ça et je vois qu'il a un trou juste au-dessus de la clavicule. Vous voyez, dans l'espace qu'il y a entre le dos et la clavicule. Et en plus, l'arme du crime, elle n'est plus en place. C'est une structure nécessairement ronde. Ça doit être un pieu, quelque chose comme ça. Rond parce que le trou d'entrée était rond. C'est à peu près 2 cm de diamètre, ce qui est déjà pas mal. Mais quoi ? Bon, en fait, on se pose plein de questions. On se dit, enfin, c'est quoi ce truc ? Il n'y a personne qui meurt comme ça, spontanément, d'un trou qui apparaît en arrière de la clavicule. Donc ça, forcément, ça interpelle. Et surtout la mare de sang aussi, hein, c'est toujours interpellant quand il y a tant de sang. Et là, il avait neigé, et dans la neige, on voit qu'il y a des traces de pas. On identifie les policiers, lui, le mort, et moi. Et il y avait les traces aussi du voisin, qui est rentré, il a été soupçonné à un moment, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas lui, qui est rentré, qu'il a découvert. Personne d'autre. Pour un meurtre, un mec qui arrive à voler au-dessus de la neige, venir planter un couteau ou autre chose, je ne savais pas ce que c'était. Ça veut dire que l'auteur lui aurait tapé dessus, près de la porte d'entrée, puisqu'elle est restée ouverte. Quand, en plein hiver, tu fais rentrer quelqu'un chez toi, tu fermes la porte derrière lui. Donc si la porte est ouverte, c'est que ça s'est passé par là. Et puis, le gars aurait tout traversé, se serait effondré en appelant les secours, ça c'est effectivement ce qui s'est passé, et l'auteur aurait repris son arme pour partir. Mais quand même quelque chose qui clochait dans cette histoire. Tout porte à croire donc qu'il s'agit d'un meurtre. À ce stade, les enquêteurs pensent que Nathan, vêtu d'un simple pull et d'une chemise, était en train de sortir les poubelles quand il s'est fait attaquer. Le coup qu'il a reçu au niveau de la clavicule aurait entraîné une perte de sang massive, puis sa mort. Quelques heures après l'examen externe du corps, ce dernier est transporté aux pompes funèbres, où l'autopsie doit être réalisée par le docteur Boxeau. Et à l'autopsie, j'avais vu ce qui a été blessé, c'était gros vaisseau, hein, ça avait bien saigné. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas été très loin, il n'a même pas eu le temps de vraiment téléphoner. Il a décroché le combi, il est tombé, quoi. C'est vraiment des gros vaisseaux qui étaient atteints. Et j'avais trouvé dans la plaie, collé à la paroi d'un des poumons, un morceau de mousse. Et je comprenais pas du tout ce qu'elle foutait là, cette mousse. J'avais demandé à un de mes copains qui est botaniste, dis-moi un peu ce que c'est. Il me dit, c'est de la mousse, t'en trouves sur les toits, t'en trouves sur les pierres, t'en trouves partout. Ah oui, une forme de lichen. Ok, bon, ça me disait pas plus. Je comprenais toujours pas ce qu'elle foutait là. Hein. Enfin, bref.
J'ai dit, mais en fait, c'est quand même drôle. S'il y avait de la mousse sur l'instrument qui a frappé, la mousse devait se trouver autour de l'orifice, pas dedans. Alors l'enquête a démarré, on s'est dit c'est la femme, parce que le cul et les écus ça marche toujours, c'est les deux motifs les principaux qui justifient que l'on tue quelqu'un. Et non, la femme elle n'était pas là, elle était en vacances avec son amant. Donc c'était ni l'un ni l'autre. Or d'habitude c'est eux. Dans 80% des cas quand même c'est là que ça se passe. Donc l'enquête piétine, l'enquête merdouille, ça marche pas bien. Et le juge décide de faire une reconstitution, il m'invite évidemment. Et j'arrive sur place avec le juge. Tout le monde était là. Il faisait chaud. C'était l'été. Et le contraste était saisissant parce que là, l'hiver était particulièrement froid, l'été particulièrement chaud. Contraste très saisissant. Je suis à côté du policier qui... on papote, mais tu sais, dans ces trucs-là, on papote jamais de rien d'intelligent. On parle de la pluie, du temps. Le temps, la météo, c'est toujours un sujet de conversation inépuisable. J'ai dit, il fait vraiment chaud. Il me dit, ouais, vous vous souvenez, docteur, il neigeait. Je dis, oui, je me souviens, il y a même du verglas. Ah ouais, mais non, c'était pire que ça, il me dit. Il y avait des stalactites qui pendaient à la maison. Avant que vous n'arriviez, j'ai tout cassé parce que j'avais peur que quelqu'un s'en ramasse une. Et moi, des stalactites? Oui, il y en avait. Et c'était comment vos stalactites? Ah, c'est volumineux, ça, c'était des gros. Et je m'exclame, mais... Dans des moments pareils, tu contrôles pas. Je me lâche un gros putain. Vraiment comme ça. Et t'as le juge qui se retourne et dit, ça va docteur? Monsieur le juge, il me faut une échelle. Je veux aller sur le toit. Il me dit, vous êtes sûr que ça va docteur? Il était un peu perplexe le juge. Bon, on a trouvé une échelle, je suis allé sur le toit. Il dit, mais pourquoi? Attendez, je dois d'abord vérifier. Et je vais sur le toit, je trouve la mousse. La même que sur la stalactite. Et en fait, visiblement, on m'a expliqué, ça c'était possible, que la mousse, quand la stalactite s'est formée, a ruisselé avec l'eau qui a constitué la stalactite. Elle est restée accrochée dessus. Et puis, de l'eau est venue encore par-dessus pour créer une couche, qui incorporait la mousse à l'intérieur. Et donc là, on comprend mieux. La stalactite a fondu, la mousse a collé au poumon. Et puis, quand elle a bien fondu la stalactite, le sang s'est répandu. C'est une histoire complètement folle où le meurtrier, il n'y en avait pas. C'était la stalactite. Ils m'ont tous regardé avec des yeux, mais ronds comme des billes, quand je leur ai expliqué ce que je pensais être la vérité dans cette affaire. Ce qui a permis de vérifier que l'hypothèse est bonne, c'est qu'on n'a jamais trouvé d'auteur, et que l'enquête piétinait justement par défaut d'auteur, c'est logique, il n'y en avait pas. C'était Le Rapport du légiste, un podcast de Justine Morel, produit par Egora, le site d'information des médecins et étudiants en médecine, à retrouver sur egora.fr et toutes vos plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à le partager autour de vous.